chers amis de la presse nationale et internationale, distingués invités et tous les amis de la diaspora, bonjour. Au nom de l'Alliance Fleuve Congo AFC 23, je vous souhaite bienvenue à cette conférence de presse qui se tient ce jeudi 23 octobre 2025 à l'hôtel Serena. Nous vous invitons dès à présent de vous lever pour observer l'hymne national afin que nous puissions procéder avec cette conférence de presse. Merci. Unis par le sang, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons l'enfant, longtemps coupé, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Car la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. À cette conférence de presse d'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir le coordonnateur politique de l'AFC 23 qui va avoir son allocation très bientôt. Nous, sans plus tarder, inviter les camarades coordonnateurs. Sur le terrain est resté tragiquement inchangé. Alors même que l'AFC 23 a fait preuve à plusieurs reprises d'une volonté claire de les inscrire dans la voie politique, multipliant les actes d'engagement et respectant les appels à la retenue, la guerre, elle, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Sous les couverts d'un discours diplomatique de façade, le régime de Kinshasa a persisté dans une longue logique d'affrontement total, préférant la voie des armes à celle du dialogue. Jour après jour, il s'est érigé en procureur de la mort, ordonnant et couvrant des attaques ciblées contre les populations civiles, les sites civils, sémant la terreur dans les zones sous son contrôle comme dans celles qu'il convoite. Les villages sont bombardés, les familles déplacées, les femmes et enfants sacrifiés sur l'autel d'une guerre que nul ne peut encore justifier au haine et la soif de domination. Les infrastructures, symboles de développement et de l'espoir, ponts, usines et autres, sont devenus les cibles privilégiées de cette politique de destruction. Les plus récentes attaques contre les installations de Twangisa en sont une preuve éclatante. Au lieu de protéger les biens publics et les acquis communautaires, le pouvoir en place les anéantit, plongeant les populations dans la misère et le désespoir. Face à cette situation dramatique, l'AFC 23 devant la communauté nationale et internationale que la paix ne peut être proclamée par des discours pendant que les bombes continuent de tomber sur les civils.
Le processus de Doha ne saurait être un simple paravent diplomatique destiné à masquer la persistance d'un conflit que le gouvernement ou le régime congolais entretient sciemment. Nous sommes dans l'obligation historique de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, et comme dans ses habitudes, des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFC 23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier. Comme vous le savez, la coalition criminelle du régime de Kinshasa a imposé un blocus, un siège dans la zone de Minembwe, et où la coalition des FARDC, FDLR, Wazalendo et Force nationale de défense du Burundi crée la famine, en prélude bien entendu des attaques armées contre la population civile, spécialement la population Tutsi. Toutes ces violations vont contre l'esprit et la lettre des différents engagements conclus à Doha. Elles démontrent que le régime de Kinshasa poursuit son objectif consistant à ne s'accrocher qu'à une solution militaire à la crise. Nous prenons acte. Nous attirons l'attention des médiateurs qataris afin de tirer toutes les conclusions et les conséquences qui s'imposent à l'étendue de la crise provoquée et accentuée par le régime de Kinshasa. L'AFC 23 avertit solennellement qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va devoir défendre les populations menacées par ces attaques barbares de Kinshasa. À titre illustratif, je voudrais vous énumérer les dernières violations de cessez-le-feu. 16-17 juillet 2025, déploiement des forces burundaises à Luvungi et Rubarika. 17 au 18 juillet, déploiement massif à Mumazi, Kirumba, Massan, Pinei et Gifuru en vue d'attaquer les zones densément peuplées de Kaololo. 18 juillet 2025, destruction systématique des habitations, pillage de plus de 150 têtes de bétail, Agawara et plusieurs graves infligés aux bergers Kazere et Kabutuni. Déploiement des forces coalisées à Suima, Mboko, Kabumbu et Mukwezi, relevant une stratégie d'encerclement contre Bijabo et les villages de Banyamulenge à Minembwe. 21 juillet 2025, attaque simultanée à Kaororo, Ndegu et Buzekwe à Minembwe. 22 juillet 2025, nouvelle offensive à Rouch et ses environs dans les territoires de Massissi. 23 juillet 2025, attaque contre les zones densément peuplées
à Boukounounou, dans le Loubero. Le 25 juillet 2025, nouvelle attaque à Rouki, territoire de Massissi. Le 28 juillet 2025, attaque de population civile à Bitongi, à Massissi. 28 juillet 2025, attaque de population civile à Bitongi, Massissi. 29 juillet 2025, attaque contre les civils à Baïnja et ses environs, Massissi. Bombardement d'un camion Fuso à Gisegou, à 17 km de Kiwanja, causa la mort de 4 personnes. 30 juillet 2025, à 4 heures du matin, les forces coalisées ont attaqué des zones densément peuplées d'Amaeto, dans les Massissi. 11 août 2025, violation encore des cessez-le-feu, et mouvement de troupes et matériel en Zibira, Mwenga, Bunyakiri, Kibua et Ouvira. 19 août 2025, déploiement des troupes et des armements lourds. Abidjombo et Ndondo, forces burundaises. À Ouvira, Kidoti, Gifuni, Eru, Ram, FRDC, FDLR, Imbonekura. Arugigo, Keshatu, Gatombwe et Kaolo, FRDC et Wazalendo. À Ouvira et Zimbira, des mercenaires. 28 août 2025, attaque des civils à Kadasso. 2 octobre 2025, bombardement par drone CH4 et avions de combat à Rutshuru, Leusa à Walikale, par le même régime et la coalition criminelle. 15 octobre 2025, bombardement toujours par drone à Lumbishi, Kasake et Kadasso. 4 septembre, flambée barbare des discours de haine à Ouvira, Nituri et massacre des populations à Banyamulenge, bien entendu à Minembo dans le Haut-Plateau. 11 septembre 2025, campagne d'extermination et de terreur à Kibati, Kapos, Kibwe et Ruhinzi, ainsi que Herbwe. Et enfin, le 19 septembre 2025, bombardement par drone CH4 à Bibwe, Christo, Hembe et Nyam. Il faut citer aujourd'hui, car aujourd'hui, à partir de 1h du matin, une pluie de bombardements s'est abattue sur les usines de Tangiza, ainsi que dans les zones environnantes. Bien entendu, voilà autant de faits qui montrent en grande échelle que le régime a choisi la guerre contre la paix. Le processus de Doha est là. Nous sommes attachés à ce processus et notre délégation y participe. Mais il est désormais clair que tout ça, ce n'est qu'une diplomatie de façade pour gagner du temps par le régime de Kinshasa. Je vous remercie. Merci, monsieur le coordonnateur. Je suis monsieur Christine Kaboumba, journaliste correspondant de Associated Press TV5. J'ai des petites questions. La première est la suivante. C'est l'agence de presse Reuters, dans un article publié, ce média britannique a rapporté que les M23 auraient pillé près de 500 kilos d'or dans les sites miniers de Douangisa. Est-ce que pouvez-vous commenter
confirmer ou infirmer cette information. Dans les mêmes angles, vous venez de le dire, certes, que l'armée congolaise aurait bombardé les mêmes sites dans la nuit de ce jeudi. Quels sont les dégâts? Et aussi pour finir, c'est quoi la suite des lois? Parce que vous dénoncez la violation répétée de ces faits. Est-ce qu'allez-vous continuer avec les processus ou vous allez complètement abandonner? Merci. Monsieur Kabumba, merci pour votre question à laquelle je vais répondre avec un regret. Regret, c'est que nous parlons des morts, des Congolais qui sont tués par des bombardements déposés sur des sites civils. Mais ce qui intéresse la presse, c'est des kilos d'or imaginaires qui existeraient ou qui seraient volés par telle ou telle autre chose. C'est tout simplement regrettable. Ceci dit, comme vous voulez vous parler d'or, évidemment, vous l'avez dit vous-même, que ce sont des allégations. Mais avant de vous répondre, permettez-moi de vous donner l'historique de cette mine. Twangiza faisait partie d'un consortium, Banro Corporation. La mine fut mise sous exploitation par la société chinoise qu'on appelle Baim International Investment Limited depuis 2020. Encore que cette société n'était qu'une société écran qui appartenait plutôt à la famille Tshisekedi. Donc c'est une société qui a exploité pendant tous ces temps, sous la couverture de la première dame, des frères de Tshisekedi, mais surtout de Maman Marthe. Évidemment, ils utilisaient les Chinois pour l'exploitation. Et par son communiqué du 8 mai 2025, le directeur général de cette société, un Chinois, M. Chao Zheng, a déclaré qu'ils auraient mis fin aux activités de cette compagnie à Twangiza. Il poursuivra dans la même déclaration que ce qui était comme produit d'exploitation d'alors avait été acheminé de Twangiza vers Kindu, avant l'arrivée de AFC M23. Avant l'arrivée de l'AFC M23, donc, les stocks d'or qu'il y avait ont été acheminés à Kindu. Dès l'arrivée de l'AFC M23 à la libération, certains équipements ont été identifiés comme tels à Bukavu. Et ces équipements étaient justement destinés à cette exploitation. Ceci dit, la mine n'est plus sous exploitation. Mais entre-temps, il y a des exploitants artisanaux qui ont toujours existé bien avant et qui, en trichant et faisant, ils sont là. Et les bombardements qui se font aujourd'hui, on bombarde la société, disons, les artisanaux qui opèrent dans cette zone. Il est évident que nous ne sommes pas des exploitants, nous sommes des révolutionnaires. Notre lutte, ce n'est pas chercher l'or. Nous n'avons jamais d'ailleurs été à Twangiza ou je ne sais pas où. Non. Et qu'aujourd'hui, le régime se lance à bombarder les différents sites et prétendent, c'est pour couvrir justement les forfaits qu'ils ont faits à ce niveau,
Et bien plus, vous savez ce que ça veut dire l'exploitation de l'or? Ça requiert l'expertise, ça requiert l'investissement, ça requiert le temps. Nous sommes arrivés à Twangiza il y a moins de 5 mois. Quand est-ce que l'AFC, qui n'a pas d'équipement, qui n'a pas d'investissement là, s'est mis à prendre de l'or? Et puis ça m'étonne que ceux qui exploitaient l'or, la famille Tshisekedi, soient partis à la suite de la pression de l'AFC 23, mais qu'ils prennent quand même soin de laisser 500 kilos à réserve pour dire que non, nous vous aimons tellement que lorsque vous allez arriver, on ne va pas prendre. Non, arrêtez de distraire. Ça, c'est la distraction. Ça n'a rien à voir avec la révolution. Nous ne sommes pas là-bas. Et ceux qui ont besoin de faire les mines, nous administrons désormais l'espace. On est en train d'assainir l'environnement économique et des investissements. Qu'ils viennent et qu'ils investissent. Nous sommes des révolutionnaires une fois encore. Nous ne sommes pas des exploitants et notre vocation n'est pas d'exploiter. Les dégâts, jusqu'hier soir, ont continué les bombardements. Jusque ce matin, il y a eu des bombardements. Il y a d'énormes dégâts. Mais surtout, la population civile. Beaucoup sont morts. Nous aurons le temps de donner les bilans en termes humains, en termes matériels et consorts. Mais une fois encore, c'est avec regret que je réponds à cette question. Parce que nous parlons ici des morts, des Congolais qui sont tués, des civils qui sont tués, par ceux qui sont censés les protéger. Mais on nous sort ici la question des minéraux, nous n'en savons rien. Doha, nous sommes à Doha. Et comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, nous avons fait montre de bonne foi. Et cette bonne foi demeure. Malgré, en dépit bien entendu, de la distraction de M. Tshisekedi, notre bonne foi a été poussée jusqu'à ce que nous avons accepté. Le premier communiqué conjoint avec le gouvernement, alors qu'il disait qu'il ne parlerait jamais avec nous. Nous avons eu comme deuxième output une déclaration de principe. Et pas plus qu'il y a quelques jours, nous avons encore signé le mécanisme de surveillance et de vérification de ces cessez-le-feu. De bonne foi. Mais nous savons aussi que nous faisons l'objet de bombardements continus et répétitifs. Et nous disons, nous poursuivons avec Doha. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à la face du monde, à la communauté internationale et nationale, que notre bonne foi a quand même des limites. Nous poursuivons avec Doha, cependant, nous n'allons pas permettre que les criminels continuent à tuer nos populations, à bombarder les sites civils et surtout à inquiéter la stabilité qui est en train de naître dans l'espace. Je vous remercie. Merci, Cordon. Dites-moi les questions. Merci beaucoup. Je suis Blaise Passapos, c'est des qui vont aller au poste de l'AFP. Ma première question, il y a quelques jours, les réseaux sociaux vous ont déclaré mort. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ma deuxième question, Uvira continue à être la continuité de ce que certains appelleraient un non-État à Uvira. Et les Ouazaliens continuent à y régner à mettre. Aujourd'hui, vous venez de faire une déclaration, une fois de plus, pour dire que vous n'allez pas tolérer. Mais à quand vous serez à Uvira exactement?
Effectivement, j'étais mort et ressuscité. Il me tue tout le temps et je ressuscite toujours. Je pense que je suis à ma 40e ou à mon 40e décès, mais je suis vivant. Ceci procède, bien entendu, du fait que nous sommes en face d'un régime qui a fait du mensonge, je dirais, une option des gouvernances. On ne gouverne pas par les mensonges, on ne gouverne pas par l'escroquerie, on ne gouverne pas par des promesses en permanence. On ne gouverne pas par les vols, c'est des voleurs, c'est des escrocs, en commençant par celui qui en est à la tête, c'est un escroc. Ouvira, vous dites que c'est un non-État, il n'y a pas que Ouvira. Pourquoi vous vous focalisez sur Ouvira? S'il vous plaît, en Ituri, on tue tous les jours. Et c'est d'autant plus choquant que les morts qui sont en Ituri sont considérés comme des détails. Aucun communiqué, aucune condamnation. À Béni, au Grand Nord, on tue tous les jours. Et ça passe comme un détail. À Ouvira, effectivement, il n'y a pas d'État. On ne sait pas qui contrôle Ouvira. Et dans cette situation, les discours de haine, la discrimination, la division, les massacres. À Kinshasa, il n'y a pas d'État. C'est la ville la plus sale qui soit. Même pour gérer les embouteillages, on est incapable. Il n'y a pas d'État, vous l'avez dit vous-même. Le Congo est un non-État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. On ne doit pas laisser cette situation demeurer comme ça. La situation des non-États, nous devenons un problème pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais surtout un grand problème pour la sous-région. Parce que là où il y a un non-État, c'est là que choisissent les bandits des autres États pour opérer. C'est la raison pour laquelle vous avez trouvé la coalition des FDLR, les EDF, les REI, les mercenaires, toutes sortes d'armées du monde vont se retrouver parce qu'il n'y a pas d'État. Vous avez raison. Allons-nous laisser la situation comme ça? Je pense que tout Congolais sensible, vous et nous, nous avons la responsabilité de mettre fin à cet état de chaos. Et M. Tshisekedi incarne justement cette situation de non-État. Pas de gouvernance, détournement, vol, escroquerie, mensonge. Nous avons la responsabilité de mettre fin à cette situation. Merci beaucoup, Son Excellence. Comme on a Esther Wadaka de la grâce. Motuna Nangai, Nazo Senga, Soki Oboli, Molela Biso, Maïmaso Lobaki, na français. Oli Mola Yangona, Liglana Po, Baobayoka Galokoto, Liglana Bayoka. Ma deuxième question, Nazo Senga, na façon Yanola qui est Konangaya, qui vous m'a poste, Makambo Matari, donc, ma solo ya doa, na Makambo Suzolika, ma multiple
massacre et attaque, ceux qui vont déclarer guerre ou bien pour ça n'a pas. Merci beaucoup. Maman Esther, merci mingi na mutuna na yo. Na éviter ce qui n'a koki ko résumer nyonso na lobby na kokuka ko résumer yango à quelques minutes. Lobby boye. Ya liboso na lobby babomaka nga mikolo nyonso mpe naza kosekwa mpe mikolo nyonso. Tolobi lelo toyawa mpona koyebisa mokili mobimba bakongole baoyo baza na mboka baoyo baza libanda mpe bapaya oyo tobengi communauté internationale ke biso tozali bato ya maboma te. Toyebi peke bato ebele bazalaki comprendre biso te ndenge nini bato lokola baoyo bakoki kokende kozwa mandoki, ndenge nini bato oyo balingi kaka kobundana bunagana boye na boye. Ezali mpona koloba tozali bato ya maboma te, tozali bakongole lokola bato nyonso. Kasi soki omoni moto atelemilika eloko azotika te, c'est que raison ezali. Yango tobengi yango ba cause profonde oyo ezosala ke po bitumba esila ba cause profonde wana totala yango. Yango tobanda na bunagana bato ya matoi mambongi wana bayokaka te, tosolola bazolinga te. Sima na yango toye na baruchuru Masisi ti ndenge tokoma na Goma, Bukavu. Tango tokomi na Bukavu nde bato mosusu babandi komonana toyokana na bato oyo balingi nini. Me biso tosengaka esika nyonso tolingi tosolola mpo tolobi crise oyo toza na kati oyo toza na raison ya kobunda te, tokokaki kofanda tosolola problème nini ezali mpo baproblème eza ebele oyo tobengi yango raison oyo. Bato mosusu bamonaka ngo kaka pamba o nanga akenda kuna mpona babotola ye soki ndenge eza bablage. Encore ke soki ezalaki mpona babotola ye bongo bobotola yango mpona ekanayi te. Makambo ezali tosolola me balingaka te. Langage oyo bayokaka eza ka ya lotutu ya kobunda nde esika tokwa yango wana. Ntango bamoni ke no bakokoka na bitumba te, aye kondima Tshisekedi na lokuta na ye o tonandimi siko tosolola toke na Doha. Toke na Doha te po ye alingaki amoni ke no rapport de force eza na faveur na ye te, ye alobaki akosola na biso te. Mais kolanda wana te po toyebi ke soki obandi kolanda oyo ye alobaka okoki kopike crise yo moko. Toke na Doha na bonne foi na motema malamu, tosololi tobandi masolo tozosolola. Me nyonso tosinyaka na bana ye lobi nango tosinye me ye aluki yango. Nde yango lelo lisusu tosi tosinye kuna mikanda misato: communiqué conjoint, déclaration ya principe, mécanisme ya surveillance et vérification ya cessez-le-feu. Mais oyo asuka tosinye ka lobi ya me alingi kotika te, aza kobombarde. Me kobombarde abombardaka basoda na biso bakufaka te, po basoda na biso baza esika oyo ye azolokanisa te, me azobombarde baizine. Avant toloba yango mama boye bango, avant balongwa awa na Goma
babuki la machine à régie des eaux pour battre ya Goma bazwa maïté. Avant balongo na Bukavu, bapiller Bralima, bayibi babiloko ebele, basabote biloko ebele. Lelo twangize ezali moko ya baizino ezalaki. Et puis ezali izino ezalaki exploité na famille na ye. Lelo bazo bombarder yango mikolo nyonso butungo. Biso zaka kuna te biso zaka ko orte. Tuza ko ka mineralité. Biso tuza ko bundela mboka. Ba izine panzani batu bakufi population civile bele bakufi. Mais soki wana teza na Masisi na Lubero na Walikale baza ko attaquer pe bazo kosa kuna na towa ke toza kosoki. Yango lelo toye kozwa batu a témoin. Trobi trop c'est trop. Tokotika te ko permettre que non makambwana et continuer. Pe asuka ndenge moninga ona tuna ki mo tuna liboso. Toza lisusu na état te. Nous sommes dans une situation de non-état. Soke na Kinshasa, embouteillage pamba bako osala. Mais ba miyibi kaka mikonyos. Détourneur. Gouvernement mobimbeza koyiba. Lokuta. Soke na Bunia na Ituri mobile, na Djougou surtout, Irumu. Batu bazako kufa mikolonyos. Et puis kuna atie gouverneur ndeko na ye po kuna na Ituri batu ya maele bazalaka te po na ye kosala mutu akosala ezaka mbuluba ou bien ya famille na ye soki na Grand Nord batu baza kokufa mikolo nyonso balobi ke eza ba ADF boye na boye na Uvira nde koloba lisusu te. Et surtout qu'on a un haut plateau, bâti siège. Donc ça fait plus de 4 mois. Bakangi population ezali kuna. Pour kaka bazali ba tous. Bâtir bango siège. Bazangi ata mungwa. Savon ezalaka kuna te. Kisi ezati. Batindi ba humanitaire batindi avion moko bakende kotikela bango. Kisi na piste ya minene. Ba bombarder avion. Ezali ba crime bo ezali tozali ko. Lelo donc toye ko lo bande na bina lengo na bino kozwa bino a témoin que bazo beta biso. Bazo boma biso. Bazo boma ba congolais. Mais tant toko ndenge to yebisi bino soki to démarrer pardon. Bo pekisa biso lisusu. Soki to démarrer wa to nyokwa mingi pardon bo pekisa biso te na mukuse ona ngeki na loba yango wana est-ce que lingo bato eko déclarer guerre biso to lingi bitumbate mais kasi tukotika te ke ba boma biso mikonyo so ndenge baza ko boma bato wana ba drone ko cibler bato ba konzi ko cibler ba usine ko cibler na ba église to kondima mote Yamone toye kozwa bino toye tozwa bino population à témoin. Merci. Je suis Moustapha Kemal de Monopole, responsable d'une chaîne tout est important. Avant les questions, j'ai une très petite question, Monsieur le Cordon. Comment vous allez? Tu veux que je réponde? Comment vous allez? Nazana matanga. Je vais bien, mais Nazana matanga. Bazo bomba batu, ba bombarder batu mingi. A civil to kufi ebele. Muto azana matanga, azana matanga. Je pose la question parce que c'est pas facile de parler à quelqu'un qui meurt et ressuscite chaque fois. Il faut être fort. Merci, Monsieur le Cordon. J'ai une petite question. Et l'autre question, peut-être, ça sera une préoccupation que notre patron de la presse s'en occupe.
avant la libération des villes de Goma et Bukavu de votre country, vous faisiez face aux bombardements aériens. Parfois, il vous arrivait à maîtriser des drones. Est-ce aujourd'hui, les lieux de Saramboué, l'ARC, a rabaissé sa vitesse? Est-ce que vous êtes les victimes de Washington ou Doha? C'est la première question. Deuxième question, à la tombée de la ville de Goma, pour ne pas dire la libération, la tombée d'abord, vous avez saisi tout un arsenal d'armes nucléaires. Parce qu'à partir de Goma, on allait bombarder même Kigali. Est-ce que vous n'avez pas au sein de l'ARC, peut-être que ça soit un secret militaire, parce que nous n'avons pas encore la chance, nous la presse locale, de voir le cordon militaire, vous n'avez pas les experts en artillerie pour faire face au bombardement dont aujourd'hui les zones libérées sont victimes. Et peut-être revenant sur ce que mon confrère Bazaro a dit, nous apprenons qu'il y aurait entre l'AFC 23 et Bujumbura, il y aurait le pourparler. Parce que Bujumbura, une fois ouvert à contrôler, c'est tout un problème. Ce sont des questions. Maintenant, s'agissant de notre patron de la presse, ce n'est pas nous seulement Congolais, moi seul. Nous sommes les victimes des chaînes YouTube. Il suffit que dans mon titre, le mot AFC 23 apparaisse. La chaîne est bloquée. Je croyais que c'est nous les Congolais, même nos confrères étrangers en sont victimes. Notre patron de la presse, pourquoi ne plaidez pas? Parce que si nous publions sur ma chaîne, même ceux du gouvernement, moi je publie. Et les gens me disent, ah, on voit qu'il a bien mis l'information. Notre patron de la presse qui est à côté de nous, est-ce que nous aurons combien de mois de mail pour publier? Parce qu'ils ne vont pas bloquer tous les adresses mail de tous les Congolais. Merci. Avant qu'on ne soit ici, nous avons fait l'objet de bombardements de Mont-Sabinho jusqu'à là où nous sommes. Vrai, je confirme, M. Moustapha. Ceux qui ont une raison de se battre se battront toujours, même si on utilise toutes les technologies du monde. Tant qu'il y a une raison, les gens se battront. C'est ce dont on parle en disant les causes profondes. Ce ne sont pas les bombardements qui peuvent anéantir la détermination de tout un peuple. Est-ce que sommes-nous victimes de Washington ou bien de Doha? Nous ne faisons pas partie du processus de Washington. Nous, on n'est pas signataires de Washington. Quand nous sommes à Doha, est-ce que devons-nous dire que nous sommes victimes? Nous sommes allés à Doha de bonne foi. Et nous pouvons aussi quitter si nous voyons que non, ça ne marche pas. Mais nous ne quittons pas parce que nous avons toujours cru à une solution politique à la crise qui est là. Les lions de Saramboué, ils sont là, debout, déterminés, engagés, je dirais, décidés à avancer. Et ils ont comme une mission divine de libérer le Congo. L'ARC, constituée de ces lions de Saramboué, est aujourd'hui l'embryon de l'armée
de la RDC de demain. Nous les répétons encore. Ce ne sont pas les FARDC, ce n'est pas l'ARC qui va rentrer au FARDC. Ce sont les FARDC qui vont rejoindre la vraie armée, l'ARC. Et ça sera, comme ils le disent si bien, un triage au cas par cas, en enlevant tous les voleurs, tous les escrocs, cette chaîne de commandement pourrie qui ne sait pas faire la guerre, dont la mission première est toujours de replier stratégiquement. Nous avons la mission de créer la prochaine armée. Et cette prochaine armée est aujourd'hui en reconstitution à travers les lions de la Sambo, à travers l'armée révolutionnaire congolaise, que dirige aujourd'hui la coordination, le coordonnateur militaire, le général Makinga, avec ses hommes, avec ses commandements d'hommes disciplinés, engagés et déterminés. C'est ce qui forme l'Alliance Fleuve Congo FCM 23 dans sa branche politique et dans sa branche militaire. Les armes que nous avons saisies ici, pourquoi vous voyez seulement ce qu'on a saisi à Goma? Nous n'avons jamais eu de financement quelconque. Notre fournisseur en armes, ce sont les FARDC. Nous attaquons, nous récupérons, nous avons une cause, et notre cause est noble. Sommes-nous en discussion avec Bujumbura? C'est comme si vous me posiez la question de savoir, est-ce que tu es réellement mort? Trouvez la réponse vous-même. Nous sommes là, nous ne sommes pas en discussion avec Bujumbura, nous sommes plutôt en discussion avec le régime de Kinshasa, le régime de Tshisekedi, qui hier disait que jamais, alors jamais il ne va négocier avec nous, mais par la force des choses, nous sommes quand même en discussion avec eux à Doha. Voilà ce qu'on peut dire sur ces points. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, pour cette occasion. J'ai deux questions. Et la première question, je vais la poser au coordonnateur adjoint. Et c'est en rapport avec le processus d'Idoa. Je me présente, je suis Fiston Mamba, je travaille pour l'agence de presse Reuters et pour le média Congo Tchèque. En rapport avec Doha, il y a eu 3 accords signés et tous ne sont pas respectés. Comment continuez-vous à retourner à Doha pendant que ces 3 accords, donc l'accord de principe, l'accord sur l'échange des prisonniers et tout récemment l'accord sur le mécanisme de cessez-le-feu. Comment continuez-vous à rentrer à Doha pendant que ces 3 étapes ne sont pas respectées? Ça ne serait pas aussi le cas pour l'accord de paix qui est projeté. Et qu'est-ce qui bloque l'implémentation de ces accords, spécialement sur l'échange des prisonniers? Qu'est-ce qui bloque ces points-là? Et ma dernière question concerne la situation économique. Le taux du dollar est fixé par la Banque centrale à Kinshasa, mais il y a des répercussions dans les zones sous votre contrôle. Donc cette question, je l'adresse au cordon. Comment expliquez-vous cela et quels sont les mécanismes mis en place par l'AFC M23 pour que cette influence du taux d'échange qui est fixé par la Banque centrale à Kinshasa
et ne se répercute pas sur les populations de zone sous votre contrôle. Merci beaucoup. Et je dois préciser une chose ici, que nous sommes à Doha justement pour trouver la paix. Et si notre engagement pour la paix est malmené par les habitudes de Kinshasa, de ne rien respecter, cela ne peut pas changer notre foi à une solution politique, une réputation, même au niveau international. Il ne respecte rien. Il ne respecte pas ses engagements. Il n'a aucun respect pour sa signature. Il suffit de le voir dans tous les accords qu'il a signés avec ses partenaires internationaux, avec les partenaires nationaux, avec même les partenaires régionaux. Lorsqu'il participe à un forum international des chefs d'État ou un sommet des chefs d'État, il se met d'accord sur un certain nombre de choses et même sur le communiqué final. Et quand M. Tshisekedi arrive à Kinshasa, il publie son propre communiqué qui a un contenu autre que celui sur lequel ils se sont mis d'accord. Nous sommes partis à Doha, connaissant l'homme, sachant qu'avec lui, même si nous aboutissons à un accord, cet accord ne sera jamais respecté. Et notre démarche à Doha aujourd'hui est de démontrer à la communauté internationale que si nous avons pris les armes pour nous défendre, c'est parce que nous étions en face, et nous sommes encore en face, d'un régime qui n'entend pas raison. Vous savez, vous avez dit que nous avons signé un certain nombre d'actes, en commençant par le comité conjoint d'avril 2025, qui instaurait une cessation des hostilités en guise de festivités de Pentecôte. Le lendemain de la signature, les offensives gouvernementales se sont poursuivies. Jusqu'au jour où nous avons signé ce que nous avons appelé les déclarations de principes, qui prévoyaient deux activités, notamment la libération des prisonniers et les cessez-le-feu. Jusqu'à présent, il n'y a aucun prisonnier qui est libéré. Et là, je vais corriger. Le terme échange de prisonniers ne fait pas partie des principes ou de la déclaration des principes. Nous avons bel et bien parlé de la libération des prisonniers. Le terme exchange ou bien échange de prisonniers a été introduit dans le processus par le CICR. Mais cela n'est pas conforme à ce sur quoi nous sommes mis d'accord. Dans la déclaration de principe, nous parlons de la libération des prisonniers. Évidemment, on comprend que le CICR, il a certains termes qu'il utilise et qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Alors, le deuxième point, dans la déclaration de principe, est la cessation des hostilités ou bien le cessez-le-feu. Et jusqu'à présent, comme nous l'avons démontré, le coordonnateur l'a démontré, il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Quelle que soit l'attitude des retenus que nos forces observent sur les champs de bataille, mais la force qui est en face continue avec ses attaques. Et le coordonnateur l'a dit, depuis que nous avons commencé le processus de Doha, jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu cessation des hostilités, moins encore cessez-le-feu. Le troisième document que nous avons signé, c'est récent, c'est justement le mécanisme
de vérification du cessez-le-feu. Le lendemain de la signature de ce mécanisme, Kinshasa a attaqué au drone et il poursuit bonnement ses attaques. Alors maintenant, qu'est-ce que nous en faisons, nous, de notre côté? Le devoir nous oblige d'en faire rapport au niveau de la médiation. Et j'ai tout un tas de correspondances ici, des dénonciations que nous faisons à la médiation, de toutes ces violations de cessez-le-feu. La dernière note que nous avons envoyée à la médiation date, je crois, du mois d'octobre, le 18 octobre, où nous exigions que nous puissions faire l'évaluation du processus, de tous les actes que nous avons signés. Que nous nous interrogions si la libération des prisonniers a été effective, si le cessez-le-feu est observé par tous, et que l'on tire les conséquences. Je peux vous dire aujourd'hui, et c'est avec regret que nous le disons, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi nous organisons cette conférence de presse, c'est de vous dire que nous n'avons jamais reçu une seule correspondance de la médiation en réponse à toutes ces violations de cessez-le-feu. Nous n'avons jamais reçu de la médiation une quelconque condamnation de celui qui viole le cessez-le-feu. Cela signifie quoi? Signifie que ce que nous faisons à Doha n'a aucun impact sur la vie de nos populations. Alors que nous allions à Doha, nous nous disions que si d'abord nous pouvons obtenir la cessation des hostilités, de manière à permettre à notre population de se mouvoir librement, de s'adonner à ses activités, de continuer à vivre normalement comme elle vivait avant la guerre, que ce serait déjà un grand pas pour nos populations, un grand soulagement pour nos populations. Mais que si Doha ne peut pas nous donner la paix, la cessation des hostilités, si Doha ne peut pas nous donner des garanties de la résolution des causes profondes, nous nous interrogeons, et c'est aussi l'objet de cette conférence, de nous interroger ensemble de la nécessité de la poursuite de notre présence à Doha. Il viendra un moment où nous prendrons nos responsabilités, même si ce n'est pas aujourd'hui. Cette conférence est également une sorte d'avertissement que nous envoyons aux uns et aux autres en leur disant, écoutez, nous ne sommes pas à Doha pour aller nous amuser, aller manger de la nourriture qatari, se promener dans les belles rues du Qatar, aller se bronzer à la plage, à la mer. Nous sommes à Doha pour apporter la paix à nos populations. Et si nous ne pouvons pas obtenir cette paix-là à Doha, nous obtiendrons cette paix-là par les moyens que nous allons définir et que nous allons imposer sur le terrain, qui vont faire en sorte que la paix finalement revienne pour toutes nos populations. Et c'est ainsi que nous disons, et le coordonnateur l'a dit. Kinshasa poursuit ses offensives contre l'opposition, contre nos militaires. Malgré tout ce que nous disons, malgré tout ce que nous faisons, malgré tous les sacrifices que nous acceptons, que nous consentons, nous prendrons nos responsabilités à partir d'aujourd'hui. Nous répondrons coup sur coup, de telle sorte que nous arrivions à imposer la paix, que nos populations qui sont dans l'espace que nous contrôlons et ceux qui sont dans l'autre espace contrôlé par le gouvernement puissent avoir la paix. Regardez ce qui se passe dans l'espace contrôlé par le régime de Kinshasa.
Je prends un exemple de Fizi, par exemple, où ce qui s'appelle la RAT, la force, comment ça s'appelle, la réserve armée de la défense des FARDC, se livre bonnement et sans scandaliser le monde à des viols systématiques sur des femmes et ils filment, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Et que cela ne fasse l'objet d'aucune condamnation. Ça aurait été un militaire de l'ARC qui ferait ça, que le monde serait scandalisé. Mais pourquoi l'on laisse la partie gouvernementale se livrer à de tels actes? En fait, c'est ce qu'on appelle justement les viols armes de guerre. Parce qu'on utilise aujourd'hui les viols pour terroriser nos populations. Et c'est fait par des personnes qui s'appellent des patriotes, des Ouazalendo. C'est quel genre de patriotisme que nous sommes en train d'instaurer dans notre pays? C'est pourquoi nous nous disons, nous prendrons nos responsabilités pour mettre fin à tout cela. Parce que nous nous sommes engagés à cela. Et par rapport à Doha, si cette récréation se poursuit, je peux vous dire que nous reviendrons ici. Nous ne prendrons pas nos responsabilités en catimini. Nous viendrons ici devant la presse et nous vous communiquerons notre décision. Merci. Alors, voilà. Évidemment, il y a un second volet de la question qui est plutôt d'ordre économique. Monsieur Fiston, c'est en rapport avec une question d'actualité sur la monnaie et le taux d'échange aujourd'hui appliqué à Kinshasa. À la suite d'une décision, les uns diront que c'est une décision irresponsable, mais moi je dirais que c'est une décision prise avec responsabilité dans la logique de l'escroquerie qu'ils ont mis en place depuis l'avènement du régime Tshisekedi. Avant de vous parler de cette question des taux d'échange, je voudrais d'abord rappeler ici quelques faits. Vous vous souvenez certainement de la taxe RAM. C'est dans la même logique. La taxe RAM a produit une taxe d'abord illégale, mais le produit de cette illégalité a produit autour de 1,2 milliard de dollars, gérés non pas par le trésor public ou à travers le trésor public, mais gérés par une clique familiale et tribale de M. Tshisekedi en personne. J'étais encore à Kinshasa. Je suis parmi les gens qui lui ont dit que M. ça c'est du vol. La société, les sociétés sous-traitantes autour de la question, c'était des sociétés belles femmes, belles filles, beaux-frères et consorts. 1,2 milliard de dollars collectés sur toute l'étendue du territoire national. Parce qu'à chaque fois que vous payez les crédits, il fallait qu'on te coupe quelque chose. Mais de 1,2 milliard de dollars collectés, le seul résultat, 1,2 milliard, c'est une université. Et encore que non, l'université ne peut être construite que chez lui. Collecté sur toute l'étendue du territoire. Escroquerie. Et quand nous disons que M. Tshisekedi est un escroc,
Nous savons de quoi nous parlons. 2. Vous vous souviendrez encore qu'il y a un jugement rendu par la Cour internationale de justice en faveur de la RDC et qui condamne l'Ouganda à payer 325 millions de dollars au titre d'indemnité aux victimes des conflits à Kisangani. Là encore, les paiements de ces fonds ont commencé depuis 3 ans. M. Tshisekedi a installé la chaîne qui partait de lui-même et qui devait passer par le ministre des Finances de l'époque, M. Nicolas Kazadi, et par la Banque centrale, Mme Kabedi, et à l'époque par la ministre de la Justice, Mme Rose Mutombo, tous des Kassaïens, bande de tribaux, des tribalistes, pour gérer ces fonds. Et à ce jour, nous sommes à plus. Nous sommes à au quatrième versement de l'échéance. Soit autour de 295 millions de dollars versés. Cet argent est dilapidé. Cet argent est consommé par cette bande sans jamais faire ce pour lequel l'argent a été destiné. Ici, je prends à témoin la Cour internationale de justice, ainsi que la République de l'Ouganda, pour leur dire que ces dossiers, il devra veiller, parce que ces dossiers sera déterré un jour. Et que les fauteurs ou les escrocs qui détournent ces fonds devront répondre de leurs actes devant la justice. Aujourd'hui, nous avons les fonds qu'on appelle les fonds NAREV. C'est une quotité collectée sur le fonds généré par des redevances minières et autour de 20 à 30% de ces fonds sont devenus en quelque sorte un champ de la famille présidentielle. C'est des détournements scandaleux et que les Congolais regardent comme tels. Mais nous disons encore ici qu'ils répondront. C'est dans cette logique, pour ne citer que ces quelques exemples, c'est dans cette logique qu'aujourd'hui, le nouveau gouverneur de la Banque centrale, un apprenti sorcier, qui est venu un peu comme l'autre jeune ministre de la Justice, je ne sais pas ce qu'il est devenu, pour diriger l'institution financière nationale dans une logique de populisme et de mensonges. Je voudrais vous dire, je suis économiste, et vous présenter ici l'escroquerie qui est derrière. Et je voudrais que je les rende non pas à des termes économiques sophistiqués, parce que très souvent les économistes, ils vont passer à la télévision pour dire, écoutez, nous avons maîtrisé les taux directeurs, nous avons injecté... Ça ne veut rien dire. Écoutez l'escroquerie derrière. Ce qu'ils ont fait, le taux d'échange avant cette opération, au niveau de Kinshasa, était en fait autour de $1 qui devait s'échanger à 290 000, disons 290
francs congolais. C'est-à-dire, si vous avez 100 $, vous allez voir le cambiste Ruki, à l'époque, on te donne 280 $. Disons 280 000 francs congolais. Vous le savez, vous êtes des Congolais. Ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est quoi? C'est comme s'ils ont pris 100 $. Donc, c'est la Banque centrale. Ils sont allés prendre les 280 000 $ pour 100 $ qui étaient là. Ils ont donné 100 $ au marché et ils ont récupéré du marché 280 000 francs pour les 100 $ injectés. Devant la rareté qui s'est créée des francs congolais sur le marché, semblant de faire que le franc congolais a pris de la valeur. Donc, au lieu de 100 $, 280 000, c'est revenu à 200 000, voire 180 000. Par la même occasion, si lui, maintenant, il prend les 280 qu'il avait récupérés à main, il les remet pour acheter le même 100 $ qui se trouve maintenant chez vous. Il vous dit, je vais acheter ça maintenant à combien? À 180 000. La différence là, c'est quoi? C'est ce qu'il prend. Et pour ça, ce n'est plus 100 $. Ils ont dit qu'ils ont mis 50 millions. Alors, calculez ce différentiel qu'ils sont en train d'escroquer la population. Et c'est la population qui perd. J'avais 100 $, j'ai changé à 280, et les 280, je pouvais acheter par exemple 2 sacs de riz. Mais non, avec les 100 $, j'échange, on me donne 180, et les 180, parce que le sac de riz n'a pas changé de prix. Au lieu d'avoir 3 sacs, je vais avoir seulement 1. Vous voyez l'escroquerie. Mais ce n'est pas une escroquerie autour des 100 $, c'est maintenant une escroquerie autour des millions de $. Voilà ce qui est derrière cette question. Avant de venir, avant de donner sur la situation qui est la nôtre, dans notre zone, nalinina lobela batu ya Kinshasa, bayeba ke ndenge bayiba karama yango escroquerie monsieur hier sous pour na to ya dollar. Et loko basali bazwi dollar na biso moko po eza ya banque centrale. Batie yango na wenze. Babotoli ba franc nyonso bakangi yango. Simanango dollar et monani neti et perdre valeur, donc franc congolais de valeur. Ozaki ko changer 100 $ na 280 000 francs. Siko yo koki ko changer on siko na combien? Na 190 000 francs. Oya likolo wana 190 à 200 yangunde baza ko yiba bino. Bobongama bien pour to tika tesko keriwane continue. Alors maintenant pour répondre à la question, revenir à ce que vous avez dans notre zone, la zone libérée. Il faut d'abord noter une chose, que l'Est du pays, donc la zone libérée aujourd'hui, qui fait partie intégrante du Congo, est victime d'une punition collective, juste parce que vous êtes des Baswahili. À notre entrée d'Agoma, M. Tshisekedi a donné la décision de bloquer les banques, de bloquer les épargnes de la population de l'Est. J'insiste sur le fait que si cette situation était au Kasaï, il n'aurait jamais pris une telle décision. Il le fait parce que c'est la population de l'Est, qu'il considère comme tous des Rwandais, des étrangers. C'est dans sa logique. Et c'est dans cette logique-là que non, vos épargnes
sont bloqués par les banques, créant ainsi ou aggravant la situation humanitaire qui était déjà là. Ça veut dire, ceux qui dépendent de l'humanitaire, c'est ceux qui n'ont pas généralement des revenus. Mais ici, même ceux qui avaient des revenus, on a bloqué leur argent. On n'a pas bloqué. C'est un voleur, il est en train de voler cet argent. Utiliser cet argent par des banques. Mais nous sommes une révolution qui n'est pas comme les autres révolutions. Nous sommes entrés à Goma, nous avons trouvé la ville en train d'être pillée par les FARDC, par les Wazalendo, par sa coalition. Nous avons stoppé net le pillage. La Banque centrale est là. Nous l'avons protégée, nous continuons à la protéger. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Bemba, Angualima, qui, lorsqu'il arrive à Bunia, avec sa révolution, avec l'opération dite Angenga, il a volé la population de l'Ituri. Quand il arrive à Centrafrique, il va casser la banque centrale là-bas, c'est la raison pour laquelle il est allé à la CPI. Nous sommes une révolution constructive parce que nous voulons construire. Nous ne pillons pas, nous protégeons. Aucune révolution au monde ne peut arriver sans casser les banques. Les banques sont restées nettes. Alors, devant cette punition collective, quelles sont les mesures? Non, nous sommes responsables, nous administrons les territoires. Et certaines mesures ont été plus ou moins prises qu'en dépit de la punition collective que les gens vivent. Sans moyens, on est en train de relancer et plus ou moins les travaux publics, les routes. Avec le peu de moyens que nous collectons, on s'organise pour commencer les investissements. Bravo à nos gouverneurs. Nos deux jeunes gouverneurs, avec les initiatives qu'ils ont, la voirie urbaine est en train, on a commencé les travaux. Aujourd'hui, quand vous allez à Massissi, vous positionnez vous-même ici, sur la route de Massissi, c'est chaque jour que des camions Fuso sont en train de retourner des vaches. Les vaches qui avaient fui, qu'on avait fait fuir, on les ramène, symbole de la stabilité. Les activités agricoles, on a relancé. Les pommes de terre que nous mangeons chaque jour, c'est-à-dire les biraïs. En Ngungu, c'était une production en abondance. L'administrateur du territoire de Nyiragongo, nous observons lui-même est dans les champs. Et même les autorités, les top management de l'AFCM 23, nous avons nous-mêmes des grands champs que nous avons déjà désormais lancés. Dans les jours qui viennent, vous ne viendrez pas en conférence de presse pour dénoncer quoi. On va vous faire voir les champs que nous avons lancés, les systèmes d'élevage qui sont en cours et qui faire, c'est ça le Congo de demain. Remettre les gens au travail. Mais la punition collective dont nous faisons l'objet, nous la gérons. Et la résilience est là. C'est pour moi l'occasion de féliciter la population. La population du Kivu, c'est ça le soleil du Congo. La population du Kivu, c'est là où il y a ce dynamisme avec une résilience qui fait que nous résistons à toutes les épreuves. Que nous allons marquer cette résilience, cette dynamisme dans tous les pays. Parce que nous savons que c'est nous-mêmes. Le développement du Congo dépend de nous-mêmes. Nous avons toujours chanté Congo itajengwa na vijana, Congo itajengwa na sisi wenyewe, iyo, na sisi wenyewe. Alors, ceux qui pensent avec des voyages tout le temps
pour aller quémander l'argent, pleurnicher. Écoutez, nous disons, nous construisons le Congo. Le Congo sera construit par nous-mêmes. Et c'est à travers certaines valeurs, comme le dur labeur, le travail, la détermination. Mais il faut d'abord qu'on crée un État et qu'on arrête la récréation qui est de l'autre côté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de prendre deux dernières questions, je voudrais citer, si possible, le coordinateur adjoint chargé de questions politiques, diplomatiques, ainsi de suite, de nous faire un résumé en Swahili de ce qui s'est passé aujourd'hui ici, si possible. Merci. Merci beaucoup camarade Lawrence. Mkutano wa leo ambao tuliwaita nyinyi watangazaji wa habari, tulikuwa tunataka kuwazungumzia vitu vya muhimu kama viwili. Ya kwanza ni kuambia kwamba sawa vile coordinator alisema, jeshi ya raia ama jeshi ya Bwana Tshisekedi inaendelea kuenda umbalimbali na masikilizano ambao tuliweza kusikilizana hapo Doha. Wanaendelea kufanya violation ya ceasefire. Leo usiku kwa mfano, ama usiku wa kulamkia leo, karibu saa 6:30 saa 7 ya usiku, waliweza kupiga kwa bomu nyingi kabisa eneo za Twangiza. Na huko Twangiza waliua watu, waliua raia. Najua huko nifasi wanafanya madini, na kuna kwa raia ambao wanaingia ndani wanajifanyizia madini yao ya kipekee, na hata kunakuwa watu ambao wanakaa kando kando ya hiyo eneo ambao pia walifariki na wengine waliumia vibaya. Na ripoti ambazo zitakuja tutawapatia, zitawaonesha watu wangapi ambao walipata shida. Cha pili ambao tulitaka kuwazungumzia ni kuambia kwamba sisi kama AFC/M23 hatutabaki tunanyamaza mauaji hiyo ambayo inafanyika kupitia jeshi ya Bwana Tshisekedi. Tutakamata mipango ambayo inaendana na hali, ili tuweze kuhakikisha kwamba raia yetu wanakuwa na usalama, ikiwa raia ambao wanakuwa ndani ya eneo ambao sisi tunaongoza, iwe raia ambao wanakuwa ndani ya eneo ambao Bwana Tshisekedi anaongoza. Tuliwapatia mifano fulani sawa hiyo ya huko Fizi, ambao hao watu ama jeshi ya Bwana Tshisekedi wanafanya mambo ya aibu sana. Wanaaibisha wamama wetu, binti zetu, wakiwatendea vitendo vibaya vya ubakaji ambavyo wanarekodi na wanaweka kwenye mitandao. Na mambo kama ile sisi hatuwezi kuendelea kunayakubali, na tulisema tutakamata mipango. Lakini pia tuliwaambia kwamba tunakuwa ndani ya peace process na watu wa Kinshasa huko Doha. Na huko Doha tumekwisha kuandikia hawa mediators vibarua vingi ambavyo kila mara tunaonesha namna gani ya watu wa Kinshasa wanaenda umbalimbali na vitu ambavyo tulikubaliana, hasa hiyo ceasefire
ambao wana violate kila siku, na hapa tunaonyesha namna gani tangu tulianza hii process hakujakuwa hata siku moja ambayo ilifika na watu wa Kinshasa waja violate ceasefire. Wao kisha ama hii wakati ambao tunakuwa ndani ya maongezi inafananishwa na wakati ambao tulikuwa hatujaanza maongezi. Nikusema kwao hakuna mabadiliko tangu tulianza maongezi. Alafu tumekusha kuandikia our mediators vibarua vingi ambavyo tulionesha ndani namna gani vitendo ambavyo vinafanyika kwenye eneo vinaenda umbali mbali na vitu ambavyo tunakubaliana. Na hata tuliomba wakati moja tukae ili turudilie, tufanye evaluation ya vitu ambavyo tulikubaliana ili tuangalie kama vinatekelezwa. Lakini mediation pia hawakutujibu kitu, wanafanya kama hivyo, vibarua vinakuja vinasomeka na hakuna matokeo. Alafu sisi tulisema sisi tunaenda Doha ili tuweze kuletea raia yetu amani. Hatukwenda Doha kwenda kumanage peke yake watu ama kukula chakula za watu wa Qatar ama kutembea kwa mji mzuri wa Qatar wa Doha. Hapana, sisi tulienda huko kuletea raia yetu amani, na kama Doha haiwezi kutupatia amani, tulisema tutachukua mipango ambayo italetea raia yetu amani, kama vile tulifanya hapa Goma, tulifanya Bukavu. Leo watu wa Goma, watu wa Bukavu wanaishi amani na hakuna mtu anawasumbua tena. Alafu na sisi kama Doha haiwezi kutuletea amani, tutaleta amani kupitia njia ambazo tunawaza, igawaje tunawaza kwamba amani ya kudumu inapitia ndani ya maongezi. Lakini kama maongezi ya Doha haiwezi kutupatia amani, basi na tunajua kwamba mtu ambao tunaongea naye ama Bwana Tshisekedi ni mtu ambaye haheshimu hata kitu kimoja, hata maneno ambayo anasema hayaheshimu, hata vitu ambavyo anasaini hayaheshimu, na hiyo sio na sisi peke yake, lakini pia na dunia mzima. Bwana Tshisekedi kabla hajakuwa rais, tulikuwa tunaongea na tulikuwa tunapatana vitu vingi, lakini wakati alikamata madaraka peke yake, vitu yote ambayo tulikuwa tunaongea hapo awali wakati tulikuwa sisi sote ndani ya opposition, hakuna hata kitu moja ambacho alitekeleza. Ni kusema huyo mjamani tabia yake, na mlisikia anasema kwenye magazeti, kwenye television na radio, alisema kwamba yeye hataongea na sisi, ingawaje anaongea na sisi. Anasema yeye hataongea na sisi. Sasa tunajiuliza mjamaa anakuwa anadharau Wakongomani, anadharau dunia kupitia matendo yake, misemo yake. Ni mtu ambaye anaruhusiwa kusema kile kinye anataka, haheshimu watu, hajali mtu, hajali hata raia ambayo anasema kwamba anatumikia. Alafu hiyo hali ikaendelea. Kweli sisi hatutakubali, na tangu leo niliwaambia, tangu leo tulikamata hatua ya hivi kusema kwamba kukiwa tena violation hata moja ya ceasefire tutajibu. Hatutabaki tena tukifunga mkono, tutajibu. Na tutajibu sio kwenda kufanyizia adui mabaya, hapana. Tutajibu ili tuweze kuprotect raia yetu. Ni hiyo ndio nia yetu. Sio kujibu kwa kujibu peke yake, kufanya mambo kama yeye anayafanya kuwa watu, hapana. Sisi tunajua target ambao tutatarget sio raia, lakini ni zile silaha ambao zinaua raia. Ni hizo ndio target yetu. Na tutahakikisha kwamba hizo silaha zinatoka, zinaondoka, na tunaleta amani kwa eneo zote ambazo zile silaha zilikuwa zinapigia.
na hata hizo drone tuna capacity ya kuweza kuziikalisha chini. Tuna hiyo capacity, na zikaendelea nazo tutaziikalisha chini ili tuweze kusekurize population yetu. Hiyo mafupi ambayo tulikuwa tunapanga leo kupitia coordinator wetu, ili tuweze kuelezea raia na pia kuelezea wale wa mediators kwamba hatutabaki tunawaandikia kila siku. Tumechoka na vibarua, tumechoka. Inakuwa wakati sasa ya kukamata hatua, na hiyo hatua tutaichukua, na hatutaichukua kwa uficho chini ya meza, hapana. Wakati tutachukua hiyo hatua, tutakuja hapa, tutawaitisha, tutawaambia. Basi kwa hiyo tunashukuru. Asante. Nous avons des dernières questions. On commence avec Sibomana, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette parole. Mon nom c'est Célestin Sibomana, je suis de la RTC Goma. Je profite de l'occasion pour remercier le coordonnateur pour le projet qu'il a lancé en territoire de Rutshuru, celui de l'agriculture. Pour une fois, on a vu un rebelle cultivé. C'est ça le langage à Rutshuru. Et entre-temps, monsieur le coordonnateur, la pratique que vous avez accordée à la population, soit 200 hectares, il nous sollicite aussi, il faut encore des tracteurs. Les nombres restent encore insuffisants. Pour toute l'occasion également pour remercier le porte-parole du gouvernement, plutôt du mouvement, et bientôt le gouvernement, j'imagine. Et c'est parce qu'il relance la RTC. Aujourd'hui, à partir de Kamitouga, Ouvira, nous suivons la RTC à partir de comment M. le coordinateur, la nouvelle mission. Mais vous allez nous aider sur une chose, M. le coordinateur. Nous risquons de quitter ici, ça c'est ma première question, ne connaissant pas quels sont les concepts que nous allons utiliser dans nos reportages. Est-ce qu'entre nous, je sais comment la FCM3 commence avec ses attaques sur la ligne de front. Est-ce que vous pouvez vous emprunter le terme bientôt lancement des offensives? Deuxième concept, est-ce que vous autorisez que nous disions un dernier avertissement? Ou alors une dénonciation, comme cela a toujours été fait également, à l'époque même de l'état de siège, on a vu des généraux qui sont passés toujours par la dénonciation. Essayez de nous aider, nous comme la presse, dans le choix de ces trois concepts. Ma deuxième question va s'adresser au secrétaire général chargé de la justice. Il y a des questions juridiques. Il n'y a pas longtemps, il y a eu concours des zones entonnoirs. Cela est resté dans les tiroirs, il n'y a pas de résultats. Est-ce que vous craignez que Kinshasa puisse une fois encore vous condamner pour avoir lancé cet appareil juridique? Car il est inconcevable d'une bonne partie de l'Est de la RDC, occupée par la FCM3, qui n'est pas un appareil juridique. Où est-ce que vous en êtes? Je vous remercie. Bon, le secrétaire permanent n'est pas ici pour répondre. C'est nous qui répondrons à sa place. C'est lui qui nous aide à préparer tout ça. C'est la première fois qu'on voit un rebelle cultivé. Moi, je ne suis pas rebelle. Et nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes les révolutionnaires. Dans votre éditorial, je vous prie de commencer d'abord par corriger ça. Nous sommes les hommes des changements. Nous sommes des hommes qui ont vu que la situation ne doit pas continuer de cette façon et nous nous sommes révoltés. Révoltés pour qu'on amène le changement, pour qu'on amène le bien. Et c'est pour la population. Ce n'est pas que nous étions, avant d'aller là-bas à la révolution, ce n'est pas que nous n'étions pas confortables. Nous l'étions. Mais ça fait partie des sacrifices.
merci, je prends ça, nous prenons ça comme des compliments. Vous avez vu que le management du mouvement, à travers surtout notre bras séculier, donc les gouverneurs et les secrétariats permanents, nous avons décidé de relancer avec peu de moyens, et là où il n'y a pas de moyens, d'activer les mécanismes qui permettraient de réactiver la vie économique. Et la vie économique, l'agriculture fait partie d'éléments essentiels. Et il n'y a pas que le jour. Mais il y a Massissi, il y a un programme qui est en cours, qui va être lancé à Massissi, par exemple, et qui s'intitule « Une vache par ménage » pour permettre la production bovine en protéines, mais surtout en lait. C'est des programmes qui vont réactiver l'agriculture au vrai sens du terme. À l'élevage des caprins, porcins, volailles, pêcheries, disons, les poissons, la production des poissons, tout ça, c'est un programme qui vient. Mais nous n'attendons pas que nous ayons tous les pays pour arriver là, parce que la population doit marcher. Donc, Rutshuru rentre dans cette logique. Le très haut management, c'est-à-dire la coordination politique, nous nous sommes organisés pour lancer ces projets. Nous avons autour de 400 hectares cultivés aujourd'hui en maïs, mais l'enjeu n'est pas seulement à produire pour les Tchad. L'enjeu, c'est plutôt apprendre à la population la technologie, les nouvelles techniques de production et permettre l'accroissement des rendements par hectare de 2 tonnes, 3 tonnes de maïs par hectare. Nous disons que non, il faut que la population à retour on arrive à plus de 5-7 tonnes par hectare. Et à Rutshuru, ce n'est qu'un projet pilote. Parce qu'avec 400 hectares comme pilote, l'année prochaine, nous envisageons en termes de 2000-3000 hectares. Mais surtout quand on arrive à la plaine de la Ruzizi, nous devrons arriver à faire des milliers d'hectares. Et quand on remonte encore au haut plateau, parce que les gens pensent que non, ce sont des potentiels pour les pays, et l'élevage et l'agriculture, nous devons faire de la RDC demain une machine de production agricole pour nourrir sa population, mais aussi pour nourrir même la sous-région. Donc c'est donc un programme séquencé qui est mis en place avec l'idée, bien entendu, qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire, à la sécurité alimentaire, mais qu'on en fasse aussi des business. Il faut créer la richesse. Les pays ne se développent pas par les ONG. Les pays ne se développent pas par les Nations Unies ou MONUSCO, non. 30 ans, ils sont là. Les pays se développent par l'entreprise. C'est dans cette logique que nous venons de lancer ce programme embryonnaire. Comme nous l'avons dit, que l'armée révolutionnaire congolaise, c'est l'embryon de l'armée de demain. Dans tous les domaines, il y aura des embryons qui vont dans ce sens-là. Et c'est dans la même logique que vous verrez qu'il faut accompagner, il faut entourer ça de tout ce qui accompagne cet environnement. Les routes, nous saluons ce que nous disons, nous saluons les initiatives de nos 2 gouverneurs qui, jusque-là, nous n'attendons pas que nous ayons des millions, mais nous commençons déjà à réfléchir pour voir comment on va procéder à la construction des routes. Pas construire les routes à terme comme on l'a toujours fait. Nous devons commencer à penser à la modernisation des routes et c'est ce qui nous attend. C'est ça la révolution. Nous amenons la révolution non pas seulement en termes de
de nous battre militairement, mais c'est la révolution contre la faim. C'est la révolution contre les maladies. C'est la révolution contre les mauvaises habitudes. Mais c'est la révolution pour le changement. Mais c'est la révolution contre la misère, contre la pauvreté. C'est une révolution pour amener la richesse, pour créer la richesse, pour créer la classe moyenne et consciente. Excusez-moi de m'attarder sur ce point parce que c'est l'un des points les plus importants. C'est le mouvement qui a décidé, et c'est dans tous les domaines que nous sommes dans ces études, que ce soit dans les domaines de l'éducation et le domaine de la santé, nous avons des embryons d'études et nous sommes en train de concevoir, faire le design de ce que sera le Congo de demain. Bon, quel titre on va vous donner? Pourquoi vous me demandez seulement aujourd'hui, alors qu'avant vous titriez des choses sans... Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous conseiller, mais je pense que nous l'avons dit si clairement. Nous l'avons dit si clairement que trop c'est trop. Et que nous n'allons plus accepter qu'on continue de tuer. Et que nous disons la situation de chaos qui est dans les zones non encore libérées, on va arrêter ça. Et nous disons, nous pouvons arrêter ça par deux manières. Par le dialogue, la discussion, comme ce que nous faisons à droite, c'est ça notre bonne foi. Et nous disons, comme la médiation ou bien le processus ne donne pas de solution, nous allons trouver d'autres mécanismes à notre disposition pour arrêter cela. Et nous ne le ferons pas comme on a dit à Katimini. Vous le verrez, nous le ferons publiquement, nous agirons. Mais lorsque nous allons agir cette fois-ci, ne venez pas nous dire arrêtez s'il vous plaît, discutons encore. Problème, dernière question sur la justice. Oui, je vous ai parlé de la révolution. L'un des éléments constitutifs d'un État, donc un État est constitué de 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'armée. Et je vous ai dit que l'ARC, les lions de la Saram, c'est ça l'armée de Dana. Le deuxième pilier, c'est sa police. Nous venions de larguer il y a 2 mois la première brigade de la police. Et vous verrez que dans les jours à venir, vous n'aurez plus beaucoup de présence militaire dans les grandes villes. Mais vous voyez l'ordre qui est en train de venir. Le troisième pilier, c'est l'administration. Avec une administration pourrie qui est de l'autre côté, nous sommes aussi en train de faire le design pour l'administration de l'État. Et le 4e pilier de l'État, qui est, je dirais, fondamental, c'est la justice. Nous sommes aussi dans le processus de réactiver la justice, non même pas, je pense qu'on est gentil, on n'est pas sérieux lorsque nous parlons de réactivation. Nous sommes en train de refonder un nouveau système. Parce que la justice de Kinshasa, M. Chilombo dit lui-même que c'est une justice malade, en oubliant que c'est lui le magistrat suprême. Que devons-nous construire? C'est une justice corrompue. C'est une justice aux ordres. C'est une justice manipulée, instrumentalisée. On lui dit, arrête-t-elle aujourd'hui, sort-elle de la prison à Kinshasa pour ne pas être arrêtée, ou bien pour sortir de la prison, ou pour gagner un marché public. Il faut que ce soit la famille de Tshisekedi qui intervient. Soit la maman,
soit c'est la première dame, soit c'est le frère. Et une justice qui est à ce niveau-là, ça ne tient pas. Alors nous avons donc lancé le processus d'activation de cette justice et nous voulons que ça soit une justice in fine, une justice qui permette qu'on ait effectivement une justice juste. La parole de Dieu dit, la justice élève une nation. Qui sait si ce n'est pas à cause du fait qu'on a détruit notre justice que nous sommes dans la situation qu'on a aujourd'hui. Alors l'activation des processus en cours évolue très bien. C'était d'abord les études, les états des lieux. État des lieux en termes d'identification des infrastructures, comment ils sont, les différents bâtiments, prisons et consorts. Mouzenze, la prison est déjà réactivée. Et les prisonniers sont désormais transférés là-bas. Et les travaux continuent. Quand vous allez là-bas, même les ONG y vont, les prisonniers sont en uniforme, et nous, les prisonniers mangent, et on suit. Parce que c'est l'un des éléments de la justice. Il fallait identifier, savoir combien de magistrats étaient encore disponibles. Et tous ces magistrats disponibles, parce que d'autres ont fouillé, d'autres sont venus, il fallait installer un processus transparent de recrutement. Et ce processus a été en cours avec un test dont les résultats seront publiés dans les jours qui viennent. Mais c'est un processus qui doit nous prendre le temps nécessaire. Nous ne voulons pas faire les choses dans la précipitation. Si bien que l'installation effective, parce que nous parlons de l'installation, c'est toutes les juridictions. D'une part, les différentes cours d'appel au niveau des provinces, et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va installer les systèmes. Les différentes cours d'appel avec les parquets. Au niveau des villes territoires, mais surtout les villes des provinces, les tribunaux de grande instance avec leurs parquets, mais aussi les tribunaux de paix. Ça, c'est au niveau des territoires et même au niveau des villes. Mais on doit arrimer ça, bien entendu, avec les tribunaux qu'on appelle coutumiers, mais nous privilégions d'abord, l'arbitrage. Parce que au niveau surtout le plus bas de la société, c'est là qu'il y a des conflits qui sont tels que tout le monde ne doit pas aller au tribunal de grande instance pour son peuple. Mais ce sont des questions qui peuvent se gérer au niveau d'arbitrage, de conciliation et consorts. Mais n'oubliez pas que nous sortons d'une zone à conflit. La notion de dire que nous devons mettre une justice transitionnelle, les questions foncières, les questions, c'est ça, les questions des terres, ce sont des questions qui se posent avec beaucoup de gravité dans notre zone. Les systèmes qu'on va donc mettre en place, en suivant la transparence telle que je vous ai donnée, doit être mis en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de ratés. Alors ce processus est en cours. Les résultats, vous l'aurez. Que ça prenne le temps que ça va prendre, ça dépend surtout du fait que nous voulons qu'on ne rate rien. Mais en même temps, la question des infrastructures est nécessaire. Les magistrats qu'on va recruter, ils vont travailler où? Sous l'arbre, sous ceci. On est tous mis ensemble, les processus évoluent et le calendrier est en train d'être suivi normalement. Ça pourra aller, ne vous affectez pas, il ne faut pas vous faire d'illusions. Du moins jusqu'à la fin de l'année, vous n'aurez pas encore vu les instances déjà installées. Le processus est en cours de façon méticuleuse et détaillée pour qu'on arrive à un résultat qui fera que nous soyons la différence des Kamuleta, que nous soyons la différence de ceux qui sont de l'autre côté. Parce que la justice, c'est ce qui va nous permettre d'asseoir, évidemment, de régler aussi d'autres problèmes. Nous voulons que cette guerre soit la dernière
et que nous ayons la paix définitive et durable. Voilà ce qu'il en est. Alors n'allez pas spéculer, non, écoutez, on a fait les tests, il y a ceci ou cela, non. Ça, le processus évolue très bien, sous notre autorité personnelle et la supervision directe, bien entendu, du secrétariat permanent. Je vous en prie. Asante. Swali langu ni kuhusu Sud Kivu na Nord Kivu, ikiwa ni wajeshi wa Burundi ambapo wanakuwa wengi pale sehemu za Minembwe, ambapo wanapatia tarehe wasoda ya Twirwaneho ya kutoka. Kabla hawatoke, wameamua kuwafanyizia genocide. Alors, Nord Kivu, vita sehemu za Walikale, Kadasoma, vile mmesema. Kila siku munaandika kuonyesha kwamba basi kuko vita fulani, bombardement avec civil nini. Sasa solution ni gani kwa wakazi? Wanasema mmefika Goma na Bukavu, mmefanya live kumekuwaze. Na tena wanateseka, yuko wanalalamika sana. Mtawasaidia je kama chama? Asante. Ndio, asante sana ndugu. Hali ambayo inakuwa leo Minembwe, labda tukizungumzia kabisa kwa kuifafanua vizuri, lakini ni hali ambayo inaweza ikaharibika anytime, na tayari imeharibika tuseme, maana hii jeshi ya Bwana Tshisekedi ambao wanakuwa Warundi, jeshi ya Burundi, jeshi ya FARDC, hao watu wanaitiwa kama wazalendo ambao wanakuwa pia watu wa FARDC, maana wanakuwa reserve force ya jeshi ya Bwana Tshisekedi, na kunakuwa pia watu ambao walitoka Rwanda zamani ambao wanaitiwa leo FDLR, na tunajua kwamba ni watu ambao walifanya genocide kwao. Tulikuwa tunawajua hasa kwa jina Interahamwe na XFA, leo wanajibadilisha jina ili kuweza kusahihisha watu kama walifanya genocide Rwanda, lakini wale wote tayari wamefunga Minembwe upande wote. Nikisema leo hali ya Minembwe, hakuna mtu kuingia, hakuna mtu kutoka, hata kupata dawa, hata kupata chumvi inakuwa shida. Watu wa Minembwe wanakosa leo chumvi, wanakosa sabuni, wanakosa kila kitu, na wanalia. Na hii hali kila siku tunazungumzia, hata kwa watu wa mediation ya wao, lakini hakuna mtu anawajali. Sasa kama tunafika leo, kunakuwa hatua, wanaanza kuambia watu tunawapatia siku 10 muondoke. Watu ambao wanakuwa ndani ya eneo zao, fasi ambapo walizaliwa, fasi ambao walifanya maisha yao, kuche au watu hawajinga ambao wanatoka nchi zingine wanajiunga na jeshi ya raia ama ya Bwana Tshisekedi, kusema kwamba wanaenda kuambia raia kuondoka eneo zao. Hiyo inatukumbusha vitu ambavyo vilipitikana hapo Bukavu hiyo wakati ya zamani wa mwaka 1996 ambapo walifanya tena hiki kitendo, wakaambia watu ambao walikuwa Minembwe kusema waondoke, na hiyo ilikuwa mwanzo ya ukombozi wa nchi ambao ulifanyika na FDLR. Sasa mnakumbuka kitendo kama hiki ambapo watu hawasomi historia ya nchi kwenye nchi inatoka, wanaendelea kufanya hivyo vitendo ambavyo vilileta ukombozi wa nchi unafanyika, inaweza kuwa mwanzo pia ya ingine ukombozi wa kweli. Hakuna mtu anaweza kukubali leo tena wakuje wakutoe kwenu
waseme wanakufukuza nchini mwako, uwe nani? Sisi kama leo tulipigana na kama tuko hapa leo, ni kwani walitukatalia kubaki kwetu? Ndio tunako hapa, na hatuwezi tukubali ama tusikie kunakuwa raia mwingine ambao wanaambia watoke eneo zao kufatana na jinsi Mungu aliwaumba, kufatana na jinsi wanaitwa sijue wanani, mnataka kuwafanya wanani ambao sio Wakongomani. Sisi hatuwezi kukubali. Na ndio maana hata kama coordinator kusema aliepuka hiyo swali ya Burundi, lakini unajua wakati watu wanapigana pia wanaongea channel fulani, na sisi kuna wakati tunapitisha hiyo message pia kwa watu wa Burundi kwa kuambia kwamba watoke kwetu. Hatuwezi kubali mtu wa Burundi akuje kwetu anze kuambia raia yetu kusema ondoka. Wewe uko nani? Yeye ni nani ya kuweza kuambia raia yetu ambao wanakuwa kwao kuondoka kwao ili afanye nini? Sisi hatuna shida na Burundi. Burundi wa ndugu zetu, lakini hii swali ya kuja kujiingiza mambo ya ubaguzi, mambo ya kupiganisha raia kwao, hatuwezi kukubali. Hakuna siku sisi tutaenda Burundi kwenda kuambia Warundi watoke ndani ya nchi yao waende sijui wapi. Sisi tuko watu wa Afrika. Hapo zamani nadhani watu ambao walikuwa wanaishi ndani ya Kivu wanajua hiyo. Burundi ilikuwa kama ni kapitali yetu sisi sote. Bujumbura. Sisi sote tulikuwa tunaenda kuenjoy Bujumbura. Na population zetu zilikuwa zinakamatana, zinashirikiana, zinafanya vitu pamoja. Lakini hizi siasa ambao bwana Ndayishimiye analeta leo ndani ya Burundi ya kukuja kutuingilia sisi, kwanza hata kufanya siasa za kukimbiza kwetu, zinaweza zikamletea shida na kesho. Alafu sisi tunaendelea kuomba, na ndio tulifanya ombi doa kuomba hiyo jeshi ambayo inakaba leo hiyo mwingine yote ya Minembwe kuweza kuondoka. Sisi tuliwaambia nao waondoke, waache raia yetu iishi na amani, na kama hawaondoki tutawaondosha. Hatutakubali watu wa Mlenge ambao wanakuwa hapo, hata mmoja wamfukuze kwenda haende nje akimbie. Maana hizo siasa ambao wanafanya Minembwe ndio walifanya pia Uvira wakati walipatia watu ultimatum ya siku 10 kusema waondoke maeneo zao. Na kama tulizungumzia kusema kwamba hatutakubali Fizi waendelewa na wanabaka wanawake, na hatutakubali pia Minembwe wafukuze Wakongomani waende nje. Hiyo ni msimamo wetu, na tutaenda kuhakikisha kwamba tunausimamia kabisa, na tunahakikisha kama watu wa Minembwe wanaishi na amani kwao. Maana ni Wakongomani ambao wanaishi Minembwe. Minembwe ni Kongo, Minembwe sio Burundi. Na kama Bwana Tshisekedi ataendelea kunaza silaha zake ama siasa zake za kufukuza watu, anaweza kujikuta yeye ndio anafukuziwa kesho. Asante.